Alors bonjour, vos impressions sur ce forum ici à Washington DC? Ok, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ce forum et qui est plus qu'une merveille pour moi parce que j'ai jamais pensé pouvoir rencontrer le président Barack Obama, peut-être pensé un jour venir faire des voyages d'études mais pas rencontrer le président. Mais c'est ce qui m'a surtout touché, c'est d'avoir créé ce cadre d'échange et d'expérience entre le leader africain, de me connecter avec mes soeurs et frères africains, de savoir que ces gens-là aussi ont les mêmes inspirations que moi pour le développement de l'Afrique. Ça m'a beaucoup touché et je remercie énormément le président Obama. D'accord. Vous avez, quand on a discuté auparavant, vous avez dit que la cybercriminalité était un problème important au Niger. Pouvez-vous en parler un peu plus? Oui, et sur la cybercriminalité, je m'en vais me prononcer en ce qui concerne les jeunes. Et parce que étant des jeunes des pays sous-développés de l'Afrique de l'Ouest qui sont vraiment enclavés sur tout le point et où vraiment les gens n'ont pas la technologie n'est pas tellement avancée. Et avec l'avènement du cybercafé, les jeunes se sont jetés là-dessus et il y a eu des cyber qui sont été créés un peu partout et il y a les annonces sur les différents sites web, tout ça là, et on offre un tel service, vous pouvez avoir des partenaires dans tel domaine, voire même des agences matrimoniales, tout ça là. Et du coup, des jeunes mal informés des pays sous-développés se sont jetés à ces jeux-là au risque vraiment de leur vie deux fois. Parce que imagine quand moi je dis que je cherche une correspondance des États-Unis ou bien de l'Europe et que quelqu'un qui est dans un réseau de mafia, un réseau de prostituées, un réseau de trafiquants, il va s'amener dans mon objectif pour dire qu'il sait que moi je pense chercher et du coup ces gens-là sont pris au piège et finalement il y a eu combien de cas qui se sont passés et ce qui est marrant c'est surtout avec les jeunes, nos jeunes entrepreneurs que nous pensons qu'ils ont déjà pu se décoller, qu'ils arrivent à être arnaqués par ce genre de trafiquants. Donc ce que moi j'ai à souhaiter, c'est que nos États africains puissent avoir de législation en ce sens, de pouvoir nous protéger. Parce qu'on ne peut pas dire que l'Internet n'est pas contrôlable. Si l'Internet est contrôlable, parce qu'il y a des procédures à faire, des lois à élaborer dans ce sens. Parce que c'est sûr qu'en Europe, aux États-Unis, il y a vraiment comment protéger les citoyens, comment protéger ceux qu'ils vendent comme produits ou bien ceux qu'ils répandent comme message et tout. Et je pense que nos pays doivent se faire un devoir de pouvoir nous protéger et protéger nos savoirs, protéger ce que nous aussi on est en train d'offrir au monde, même si je reconnais que l'Internet n'est pas tellement répandu comme ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons la capacité de pouvoir la réglementer, la contrôler. Tout à fait. Alors on a parlé des problèmes d'Internet, des dangers. Est-ce que vous pourrez me parler un petit peu de ce que vous espérez pour Internet? Est-ce qu'une meilleure conversation entre des gens qui ne s'entendent pas très bien peut-être? L'Internet est un outil technologique très important et nécessaire dans le monde d'aujourd'hui qui est un monde de globalisation, de mondialisation. En ce sens que étant activiste de défense des droits des femmes et de façon générale des droits de l'homme, l'Internet est un outil nécessaire dans ma vie de tous les jours de combattante, de lutte, de promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance. Parce que c'est à travers l'Internet que tu seras en contact avec le monde entier, avec des gens qui font la même chose que toi, qui ont les mêmes engagements que toi, qui ont les mêmes passions que toi, à vouloir promouvoir les droits humains, à pouvoir aider les gens et surtout les cas des défenseurs des droits de l'homme qui sont menacés dans leur pays. Par exemple, moi, je suis membre d'un réseau international de solidarité des femmes sous loi musulmane qui a son siège à Londres. À travers ce réseau-là, nous partageons des informations chaque instant qui se passe dans le monde. On nous donne l'information de violations des droits des femmes qui a été perpétrée quelque part à travers le monde. Et on nous demande des fois de signer des pétitions ou bien d'amener notre aide à un de nos membres
qui est dans des situations difficiles dans son pays, qui a été arrêté ou bien qui est menacé ou qui est menacé d'expulsion ou qui peut l'aider à avoir un exil, des choses comme ça. Je pense que c'est extrêmement important. Et à travers ce réseau, chaque fin du mois, on a un recueil qu'on appelle le résumé des articles. Donc tout ce qui a été produit comme article scientifique sur la violation des droits des femmes à travers le monde entier sera publié là-bas. Les lois qui sont prises en faveur des droits des femmes sont également publiées là-bas. Toutes les bonnes choses, tout ce qui est négation pour la promotion des droits des femmes sont publiés là-bas. Et c'est une opportunité pour toi de te prononcer, de savoir qu'à travers le monde, dans un lieu donné, il y a ceci qui s'est passé, qui est une bonne chose ou non pour les droits humains. D'accord. L'évolution des droits de la femme au Niger, vous pouvez en parler un tout petit peu? Oui, je peux vraiment vous en parler, et d'ailleurs à l'aise parce que étant une activiste qui intervient sur les deux domaines, notamment du point de vue religieux que du point de vue juridique. Moi, je suis membre d'une association des jeunes musulmanes créée depuis 1999 où on ne fait que la sensibilisation des femmes sur leurs droits vis-à-vis et de leur faire comprendre que la religion n'a rien de négation en ce qui concerne les droits des femmes. La religion a tout donné à la femme parce que nous leur disons ça avec des preuves à l'appui, en se référant à la vie du prophète, celui qui est notre prophète de la religion musulmane, de la vie de sa femme qui est Aïcha, qui est un modèle pour les femmes musulmanes, qui a eu à tout faire jusqu'à participer à des guerres. Donc, comment se fait-il que des gens pensent que la religion peut empêcher à la femme d'évoluer de façon positive, de contribuer au développement de sa nation? Ça, c'est pas l'islam, c'est pas la vraie version de l'islam. La place de la femme n'est pas seulement au foyer. Sa place n'est pas seulement au foyer. Elle est à la maison et en dehors, pourvu que ça ne soit pas pour des choses inutiles, des choses qui ne sont pas du tout en conformité avec la religion. Quand elle sort, qu'elle se voile de façon à ne pas s'exposer dehors et qu'elle sache qu'elle est un humain, qu'elle n'est pas un objet à qui les hommes peuvent vraiment déranger en cours de route ou bien ne voient en elle qu'un objet sexuel. Non, elle doit se dire dans la tête, être forte dans sa tête que moi je suis un humain, que je suis une citoyenne, que j'ai un devoir, une obligation de participer à la construction de mon pays et de façon générale de l'Afrique. Et du point de vue droit, juriste que je suis, j'ai toujours milité pour les droits humains, notamment des droits des femmes. Quand j'avais eu ma maîtrise, j'ai soutenu sur la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. C'est une convention que le Niger a eu à adhérer en 1999. C'est pendant une période de transition. Donc les gens ont tellement crié tout ça là. L'avantage de cette convention, c'est quoi pour le pays, des pays comme le Niger? C'est qu'au Niger, on a 3 sources de droit. Et c'est ce qui nous crée énormément de problèmes. La loi dit, c'est une loi de 1962 qui a été modifiée en 2004, qui porte sur l'organisation judiciaire au Niger. La loi dit tout ce qui concerne le droit de famille est relégué à la coutume. Donc moi, Nigérienne que je suis aujourd'hui, quelqu'un d'autre, on peut aller devant un même tribunal. Moi, je vais dire que j'aimerais être jugée selon la coutume nigérienne de mon ethnie. L'autre aussi va dire que moi, j'aimerais être jugée selon le droit écrit du droit moderne. Un autre va dire non, moi, j'aimerais être jugée selon le droit musulman. Donc, vous voyez le problème que cela pose. Donc, il nous faut une harmonisation de ces sources de droits. Il nous faut un document codifié. Moi, je ne suis pas pour les gens qui pensent que tout ce qui vient de l'Occident est meilleur. Mais on doit puiser quand même dedans. Je suis sûre qu'il y a des choses meilleures. Il y a des choses qui peuvent se coller à notre réalité. Donc maintenant, comment le Niger peut arriver à un moment à avoir un code de la famille qui doit protéger les femmes, qui doit prendre en compte les questions des droits de la famille, parce qu'on ne peut pas laisser les femmes en train de souffrir. Imaginez un homme qui se marie avec une femme, 10 ans, 30 ans, 40 ans après, tu décides un beau jour, tu dis qu'aujourd'hui je décide de te répudier. Et il va la répudier sans aucune contrainte au préalable, sans aucun droit, sans dédommagement, sans rien. Et la femme va se retrouver avec ses enfants à la charge, leur éducation, leur alimentation, leur devenir. Ça, c'est inhumain, même si il n'y a pas un test de loi dedans, tu dois te dire que c'est inhumain. Parce que cette femme-là, que tu le veuilles ou non, à un moment de ta vie, elle t'a aidé. C'est le seul fait qu'elle t'a donné des enfants, elle les a éduqués. Je pense que toi, tu ne pourras jamais
lui rendre ce qu'elle t'a fait. Pour cela, il est nécessaire qu'une Nigérienne qui se trouve à Niamey, la capitale, et que celle qui se trouve au fond du Niger, le dernier village du Niger, soit jugée sur le même pied d'égalité, sur un code écrit des droits qui régissent le droit de la famille de façon uniforme. Parce qu'on s'est dit musulman, je reconnais qu'on est musulman à plus de 99%, mais pas dans la pratique. Parce que vous allez voir, vous serez amené à vouloir trancher un litige d'une même nature et que la solution sera différente d'un imam à un autre, d'un prêtre peut-être à un autre. Et pour cela, il y a la nécessité qu'on harmonise le droit qui régit le droit de la famille. Il faut qu'il y ait un code. Moi, ce qu'on l'appelle, c'est que les gens, la sous-information qu'on les autres sur le code, et dès qu'on parle du code, ça devient diabolique, c'est un produit à emporter des Blancs, de l'extérieur, tout ça là. Non. Moi, je tiens fortement à nos réalités culturelles nigériennes. Je n'ai pas dit qu'il faut épouser, il faut prendre à 100% tout ce qui vient de l'extérieur. Mais quand l'idée est bonne, il faut l'épouser. Il faut prendre dedans ce qui t'intéresse, le reste tu jettes. Ce n'est pas parce que la CEDEF vient d'ailleurs que nous, on pense que non, c'est pas. Ça n'a rien d'avantageux pour les Nigériens. Mais si, parce que aucun pays dans ce 21e siècle ne peut évoluer seul. C'est un monde de globalisation, comme je l'ai dit au début. Il faut qu'on évolue avec les autres nations du monde si on veut progresser, si on veut prospérer. Pour cela, on doit concilier nos réalités sociales avec les obligations internationales pour qu'on puisse avoir l'ouverture vers le monde, pour qu'on puisse avoir l'investissement, pour qu'on puisse avoir la prospérité, pour qu'on puisse évoluer avec les autres nations.